Penses-tu vraiment vivre selon tes propres désirs? Es-tu certain que les choix que tu fais chaque jour, que tes croyances les plus profondes, naissent réellement de ta propre conscience? On aime se raconter que l'on est l'auteur de sa vie. Pourtant, la vérité est bien différente. Tu crois décider par toi-même aujourd'hui, mais en réalité, un scénario invisible guide encore tes pas. Un scénario écrit bien avant toi, par tes parents, tes ancêtres, par leurs peurs et leurs blessures jamais guéries. Sans le savoir, tu avances avec un masque qui n'est pas le tien. Ce virus porte un nom précis en psychologie, la transmission transgénérationnelle. Aujourd'hui, on va mettre ce poison mental à nu, ensemble, avant qu'il ne ronge ton avenir, comme il a déjà détruit celui de milliers de personnes qui le portent sans jamais en avoir conscience. On commence. Alors, c'est quoi concrètement la transmission transgénérationnelle? Imagine un instant que ta vie soit un livre. Tu vas peut-être penser, sans doute, en être l'unique auteur, mais ce n'est pas complètement vrai. Les premiers chapitres de ton histoire ont été écrits bien avant ta naissance. C'est exactement cela, la transmission transgénérationnelle. C'est un héritage invisible et pesant. Il est constitué de tous les deuils qui n'ont pas été faits, des humiliations subies, des secrets de famille étouffés, tout ce que tes parents n'ont pas réussi à digérer émotionnellement, ils te le font avaler, inconsciemment. C'est un héritage silencieux, mais ses effets sont dévastateurs. Tu te retrouves à ressentir des peurs irrationnelles, à avoir des blocages inexpliqués ou à répéter des échecs qui ne t'appartiennent pas réellement. Tu penses que c'est de ta faute, que tu as un problème, mais en réalité, tu es simplement en train de payer les dettes émotionnelles d'un fantôme. Pour bien comprendre ce mécanisme, regardons ce qu'il s'est passé avec Obito. C'est un véritable cas d'école de manipulation mentale et de transfert de traumatisme. Reprenons au moment précis où tout bascule. Obito ne meurt pas sous les rochers. Il se réveille dans une grotte. Physiquement, il était brisé, mais mentalement, il reste lui-même. C'est toujours ce jeune garçon optimiste qui veut désespérément retrouver et sauver ses amis. Face à lui se trouve Madara Uchiwa, un vieillard aigri, obsédé par un plan précis. Madara est intimement convaincu que la réalité n'est qu'un enfer, qu'elle ne pouvait offrir qu'une illusion de bonheur. Il est convaincu que le monde réel était condamné à la souffrance, un cycle sans fin de conflits, de pertes et de trahisons. À ses yeux, chaque tentative de paix finissait tôt ou tard par s'effondrer, écrasée par la nature humaine elle-même. Il se savait trop vieux et impuissant physiquement pour changer le monde réel, alors il décide qu'il faut le détruire et le remplacer par une illusion, un rêve éternel, un monde figé où la douleur ni la souffrance n'auraient plus jamais leur place. Mais pour accomplir cette tâche, il a besoin d'un hôte, il a besoin d'un successeur docile. Observez bien la méthode de Madara. D'abord, il soigne le corps d'Obito, créant ainsi une immense dette de vie. Ensuite, il commence à empoisonner son esprit avec sa rhétorique toxique, répétant inlassablement que le monde n'est que souffrance et trahison, qu'il doit disparaître pour laisser place à un monde onirique. Enfin, comme Obito résiste grâce à son optimisme, Madara décide de créer le traumatisme nécessaire pour le briser. Il orchestre froidement la mort de Rin pour qu'elle se produise sous les yeux d'Obito. C'était la fille dont Obito était profondément amoureux. À cet instant précis, le monde d'Obito s'effondre. Il avait tout perdu. Madara, lui, avait réussi à atteindre son objectif. Il avait fracassé la psyché du jeune garçon pour y installer son propre logiciel de pensée. Et c'est là qu'Obito accepte la réponse toute faite de Madara. Il installe alors le logiciel de son ancêtre dans sa conscience. Il met le masque et hérite de son plan de l'œil de lune. À cet instant précis, le véritable Obito meurt. Il devient Madara. Il ne vit plus sa propre existence, il est désormais agi par une volonté extérieure. Il ne vit plus selon ses propres choix, mais selon un scénario écrit avant lui, par quelqu'un d'autre. En psychologie, on appelle cela un scénario de vie imposé. En gros, tu hérites d'un schéma de vie pour mener ton existence. Évidemment, dans la vraie vie, nous n'avons pas de ninjas centenaires cachés dans des grottes. Nous avons des parents, des amis, des mentors et des figures d'autorité.
Pendant la période de l'enfance ou lors des moments de grande vulnérabilité, nous sommes perméables aux injonctions de ces figures d'autorité. Elles nous les gravent littéralement dans l'esprit. Dans le cas d'Obito, l'injonction de Madara est « N'accepte pas la réalité, elle n'est que douleur et souffrance. Fuis dans le rêve, tu ne souffriras plus. » Obito, en acceptant, devient la crypte où Madara stocke sa haine. Il ne vit plus, il est vécu par le fantôme de Madara. Prenons maintenant quelques exemples concrets et malheureusement très fréquents dans la vraie vie. Imaginez un jeune homme qui, du jour au lendemain, quitte son emploi pour créer une entreprise avec son meilleur ami. Au début, tout fonctionne. L'entreprise prospère, les résultats sont là, l'avenir semble ouvert. Puis, sans prévenir, son associé disparaît avec l'intégralité du capital. Il se retrouve ruiné, trahi et brisé. De cette chute, il tire une conclusion définitive. Prendre des risques mène toujours à l'échec. Faire confiance conduit inévitablement à la trahison. Des années plus tard, devenu père, il éduquera ses enfants en leur transmettant ses peurs, maquillées en sagesse. Le monde est dangereux, la sécurité avant tout. Quand tu fais confiance, tu finis toujours par être trahi. Plus tard, sa fille, pourtant artiste brillante, rêve de lancer sa propre entreprise. Mais à chaque élan, la voix de son père résonne en elle. Tu vas tout perdre. Prendre des risques mène à la mort sociale. Prends plutôt un contrat à durée indéterminée. La sécurité est la seule chose qui compte. Alors, elle choisit un contrat à durée indéterminée qu'elle déteste et reste employée toute sa vie, non par conviction, mais par peur. Quant à son fils, lui, il devient un adulte avec une méfiance permanente. Il fuit l'intimité, refuse tout lien d'amitié, sabote ses relations amoureuses car il redoute la trahison, même lorsqu'aucune preuve ne l'annonce. Ou prenez l'exemple de cette mère qui a été trahie et abandonnée par son mari. Elle en a souffert énormément. Depuis le berceau, elle répète à sa fille comme un mantra « Les hommes sont tous des traîtres, l'amour est une arnaque, ne te fais pas avoir ». La fille grandit avec cette croyance limitante. Un jour, elle rencontre un homme bienveillant, mais le logiciel installé par sa mère s'active et crie « danger ». Inconsciemment, elle va saboter la relation, devenir froide, pousser son partenaire à bout jusqu'à ce qu'il parte. Et quel est le résultat? Elle finit par valider la prophétie de sa mère « Tu vois maman, tu avais raison, ils partent tous ». Elle sabote la relation inconsciemment pour prouver que sa mère avait raison. Elle ne vit pas sa propre histoire d'amour, elle rejoue la déception de sa mère. Dans les cas précédemment cités, les enfants finissent alors par vivre à travers les peurs non résolues de leurs parents. Ils ont hérité d'une idéologie de survie toxique conçue à partir d'un autre contexte, une autre époque, une autre douleur. Une idéologie qui ne correspond pas forcément à leur réalité, mais qui dirige pourtant leur choix silencieusement depuis l'ombre. Obito, lui, n'a pas seulement hérité de l'idéologie toxique de son ancêtre. Il a également hérité d'un schéma de vie complet, d'un plan minutieusement écrit pour lui. Avant de mourir, Madara lui a transmis des directives claires, programmées, pour faire advenir sa vision d'un monde sans douleur ni conflit. Et ce mécanisme n'appartient pas qu'à la fiction. On le retrouve, sous d'autres formes, dans la vraie vie. Prenons l'exemple de ce père frustré qui rêvait de devenir footballeur professionnel, mais dont la carrière s'est arrêtée net à cause d'une blessure au genou ou un manque de moyens financiers. À la naissance de son fils, il décide que cet enfant réussira là où lui a échoué. L'enfant a à peine 4 ans qu'il est déjà sur le terrain. Le père hurle sur la touche, critique chaque mouvement. Il est omniprésent, impose des entraînements draconiens. L'enfant n'aime peut-être même pas le football, peut-être aime-t-il le dessin ou la science, mais il met le masque du champion pour ne pas perdre l'amour de son père. Il sacrifie son corps et ses propres désirs pour réparer l'ego blessé de son père. S'il échoue, il sent qu'il n'a plus le droit d'exister et finit dépressif. Il ne vit pas, il performe pour un fantôme, un rêve du passé. Dans une famille de médecins ou d'avocats de père en fils depuis 4 générations, l'excellence académique et la reprise du cabinet sont des impératifs non négociables. La rhétorique est « chez nous, on réussit ». Tu ne vas pas faire artiste, c'est pour les ratés. Tu dois maintenir le rang de la famille. La jeune femme enterre sa passion pour la littérature,
Elle fait la médecine, réussit brillamment, reprend le cabinet. Elle a tout pour être heureuse selon les critères familiaux, mais elle est vide à l'intérieur. Elle vit une vie qui a été écrite avant sa naissance. Elle est devenue le clone social de ses ancêtres, sacrifiant son individualité pour la paix du clan. Prenons un dernier cas, celui d'une mère qui répète à sa fille sans cesse « Moi, je n'ai jamais eu une belle vie. Toi, tu épouseras quelqu'un de riche pour vivre une meilleure vie que la mienne. » Sa fille se retrouve à 30 ans, malheureuse, dans un mariage avec un homme qu'elle n'aime pas, juste pour ne pas décevoir maman. Dans ces cas-ci, l'enfant hérite pour mission de réparer la vie du parent et s'y conforme d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle la loyauté invisible. L'enfant sacrifie son épanouissement pour valider la souffrance de ceux qui l'ont élevé. C'est là que réside la véritable tragédie. Tu ne vis pas ta vie. Tu es condamné à rejouer la scène traumatique de tes parents en boucle jusqu'à l'épuisement. Pourquoi acceptons-nous cela ? Pourquoi ne nous rebellons-nous pas plus tôt ? Obito avait accepté l'héritage de Madara parce que la solution qu'il proposait lui permettrait de retrouver son amour perdu dans le monde réel. Dans le monde onirique, Rin serait toujours vivante et la souffrance liée à sa perte n'existerait plus. Et voilà précisément le plus gros piège de la transmission des héritages toxiques. Le poison est administré comme un remède. Il est enveloppé d'une intention positive, l'amour, la guérison et la protection. Celui qui le transmet ne le fait pas forcément pour nuire, il le fait pour protéger. Il est intimement persuadé, du plus profond de ses entrailles, qu'il offre une armure contre les dangers de la vie. C'est là toute la tragédie de l'amour filial. L'enfant ne possède aucun filtre pour distinguer l'affection de la névrose. Pour un enfant, la parole du parent est la vérité du monde. Si son père lui dit que la confiance est mortelle, l'enfant ne se dit pas « papa est traumatisé par son ex-associé ». Il intègre l'information comme une loi physique, aussi immuable que la gravité. Rejeter l'angoisse de sa mère ou l'ambition frustrée de son père revient dans l'esprit de l'enfant à rejeter le parent lui-même. C'est un acte de trahison insupportable, c'est une forme d'abandon. Alors, par amour, l'enfant avale le poison. Il accepte le plan de ses ancêtres, une illusion de sécurité bâtie sur le renoncement à soi-même. Comme Obito qui pensait sauver le monde en le plongeant dans un rêve éternel dicté par Madara, l'enfant pense sauver sa place dans la famille en s'enfermant dans le scénario parental. Mais le processus va encore plus loin. Les héritages toxiques ont une propriété encore plus terrible. Ils sont contagieux. Et c'est ici que l'histoire d'Obito devient une leçon magistrale sur la toxicité. Si Obito s'était contenté de souffrir seul, ce serait une tragédie grecque, mais il devient un vecteur de contagion. Nagato, orphelin idéaliste, rêvait d'un monde de paix avec Yahiko et Conan. Obito, portant le masque de Madara, les approche avec sa vision dogmatique du monde et leur propose la solution du monde onirique. Mais les orphelins de la pluie la rejettent fermement. Il reproduit alors exactement ce que Madara lui avait fait, afin de prouver à Nagato que le monde est un enfer de souffrance. Il orchestre la mort de Yahiko, puis il apparaît à un Nagato complètement brisé par la souffrance du deuil et lui chuchote « Tu vois, la paix est impossible. Ce monde est pourri. C'est un enfer de souffrance. Rejoins-moi dans le monde onirique. » Nagato devient Pain. Obito, qui a souffert de la manipulation, devient le manipulateur. Pourquoi fait-il cela ? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive et c'est crucial. Si Obito parvient à convaincre Nagato que le monde est pourri, alors il aurait eu raison d'avoir abandonné. Il a besoin que quelqu'un d'autre devienne un monstre pour justifier qu'il l'est devenu lui-même. C'est de la validation par la destruction d'autrui. Il a besoin de valider sa propre vision du monde en brisant quelqu'un d'autre. C'est le mécanisme le plus vicieux. Si tu guéris, tu prouves que ta souffrance était inutile. Donc, tu infectes. En effet, le traumatisé, s'il ne guérit pas, tente à remettre en scène son traumatisme, parfois en inversant les rôles. Cela signifie que si un traumatisme n'est pas résolu, il ricoche sur la génération suivante.
C'est comme une patate chaude. Le grand-père se brûle les mains, la passe au père qui se brûle, qui la passe au fils. Personne ne veut la lâcher ou porter un gant. C'est l'un des mécanismes les plus dangereux des relations humaines et on le voit tous les jours dans nos vies. La répétition la plus simple est celle du mimétisme pur. On reproduit ce que l'on a vu parce que c'est la seule norme que l'on connaît. Dans certaines familles, le cycle de la violence se transmet presque mécaniquement. Un père bat son fils pour son bien car il est convaincu que la dureté forge le caractère. Ce même fils, devenu père à son tour, répète ce qu'il a vécu en rationalisant. « Mon père me frappait et ça m'a forgé ». Il s'identifie à l'agresseur pour ne plus se sentir victime. L'enfant de cette troisième génération finit alors par associer intimement amour et violence, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. C'est exactement ce que fait ce manager tyrannique qui vous brise aujourd'hui, simplement parce qu'on l'a brisé il y a 20 ans. Il se dit « J'en ai bavé pour arriver là, alors tu vas en baver aussi ». C'est la contagion de la douleur. Si tu ne guéris pas ce qui t'a blessé, tu finiras inévitablement par faire saigner des gens qui ne t'ont rien fait. L'individu infecté ne peut pas supporter l'idée que son héritage soit faux. Il doit donc contaminer les autres pour créer un consensus. On fait tous ça, parfois sans nous en rendre compte. On transmet la pression qu'on a reçue à nos enfants. On punit notre conjoint actuel pour les erreurs de l'ex. On brise les jeunes au travail parce que nous, on a souffert. C'est le danger mortel des idéologies héritées. Elles nous transforment en vecteurs de contagion. Non seulement tu ne vis pas ta propre vie, mais tu deviens également le porteur d'un virus mental que tu transmets à ton entourage. Si tu fais ça, tu es un Obito face à Nagato. Tu es en train de passer le virus. Le plus grand acte de courage dans une vie, c'est de dire « La lignée de la douleur s'arrête avec moi ». C'est refuser de transmettre la névrose. C'est absorber le choc sans le renvoyer. Alors, comment s'en sortir? Regardez la fin de l'arc narratif. Naruto ne bat pas Obito avec une attaque de force brute. Il le vainc en brisant son masque, littéralement et symboliquement. Naruto représente ce qu'Obito aurait dû être. Il a lui aussi souffert de solitude et de pertes douloureuses, mais il a refusé l'héritage de la haine. Il force Obito à se regarder dans le miroir et lui lance la vérité en face. Arrête de te mentir, tu n'es pas Madara, tu es Obito Uchiwa, le ninja qui voulait devenir Hokage. Le moment où Obito change de camp n'est pas une trahison envers Madara, c'est une réappropriation de soi. Il réalise enfin que le rêve infini n'était qu'une prison dorée, et que la douleur d'une vie réelle vaut mieux que le confort d'un bonheur fictif. Dans la vraie vie, personne ne viendra briser ton masque à ta place. Il n'y aura pas de Naruto pour te sauver. Tu dois être ton propre sauveur. Tu dois faire ce travail d'introspection. Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient d'eux? Dire « la lignée de la douleur s'arrête avec moi » est probablement la phrase la plus puissante et la plus courageuse qu'un être humain puisse prononcer. Mais comment faire concrètement? Comment reprogrammer ton cerveau pour désinstaller le logiciel périmé de nos parents? Il existe un protocole précis pour cela, une méthode étape par étape pour identifier ces injonctions toxiques et les détruire une par une. Je ne peux pas tout détailler ici, la vidéo serait bien trop longue. Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vais te donner le plan d'action complet pour tuer le Madara qui vit dans ta tête et redevenir enfin le héros de ta propre histoire. Si tu veux arrêter d'être un simple figurant dans le scénario de tes ancêtres, voici ce que tu dois faire. Premièrement, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. C'est urgent si tu ne veux pas manquer le protocole de libération. Deuxièmement, dis-moi en commentaire quel est le script qu'on essaie de t'imposer. Est-ce sois fort, sois discret ou ne fais confiance à personne? Écris-le noir sur blanc pour le rendre réel et commence dès maintenant à t'en détacher. Prends soin de toi et à très bientôt. On se retrouve de l'autre côté.